Merci d'être avec nous. Comme chaque dimanche matin sur Radio J, on a rendez-vous avec Vladimir Fedorovski et ses grands yeux bleus. Bonjour Vladimir. Quel plaisir d'être avec vous. Je vous envoie des bons ondes après Shabbat. Merci beaucoup. On a rendez-vous avec vous donc pour passer en revue l'histoire de la Russie et du monde soviétique et post-soviétique. Votre dernier ouvrage vient de paraître aux éditions Ballant. Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire. La semaine dernière, on a évoqué bien sûr ce point de bascule concernant la politique du Kremlin par rapport aux Juifs et par rapport à Israël. Cette semaine, on aborde avec vous l'année 1987 et la reprise des relations diplomatiques entre Israël et Moscou. Sur quoi repose cette reprise des relations diplomatiques? Plus exactement, la question c'est pourquoi est-ce qu'elles reprennent en 1987? C'est lié avec ma grande période. La plus grande période vous savez, j'étais diplomate pendant de longues années, porte-parole de la perestroïka, et c'est lié avec la perestroïka. La perestroïka, pourquoi? Parce que vous comprendre que la perestroïka, c'était un projet très généreux, un projet qui était contre le régime totalitaire, mais c'est un projet en faveur de la liberté, en faveur de la possibilité de voyager. Je vous ai raconté une fois le rôle historique de quelqu'un qui était un des plus grands amis politiques. Il s'appelait Yakovlev, qui pensait que l'évolution de l'intérieur de l'Union soviétique doit être liée avec la question de l'émigration juive. Il était persuadé, absolument persuadé, qu'il faut ouvrir l'Union soviétique, ouvrir les frontières de l'Union soviétique, et dans cette ouverture frontière, il y aura tout de suite 1 million de Juifs qui vont émigrer en Israël. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais vous faire une petite révélation. Vous savez, quand il y avait les contacts pour établir les relations, c'est moi qui ai mené ça à Paris, et puis il y avait d'autres contacts à Helsinki, mais on était ça. Troisième élément, dans cela, il faut comprendre que, vous savez, le projet de la perestroïka, c'est lié aussi avec quelque chose de particulier. Mais comment, puisque vous avez présidé à ça, comment est-ce que quand un pays n'a aucune relation diplomatique, concrètement, comment vous vous y prenez pour rentrer en contact avec Israël? Vous les contactez directement? Vous passez par des intermédiaires? Comment ça se passe concrètement? Vous décrochez votre téléphone et vous dites « Allô, Israël ?» Attendez, à l'époque, si vous connaissez comment ça s'est passé, j'étais un personnage emblématique ici. La perestroïka était à la mode. Et évidemment, l'ambassadeur d'Israël, je le connaissais. Je connaissais beaucoup de gens d'origine juive ici. C'était mes amis. Évidemment, on se voyait. Vous savez, c'est les grands diplomates, ils se voient toujours. Mais pour être franc, moi j'ai reçu un télégramme. C'est pas moi qui étais initiateur de ça. Donc vous avez reçu. J'ai reçu un télégramme du Kremlin. Je devais voir les gens qui sont venus ici. Quels gens? C'est qui les gens? C'était les représentants du ministère des Affaires étrangères israélien qui ont été ici. Puis il y avait le contact entre les ambassadeurs ici, etc. Ça a commencé. Après, on a établi. Mais il y avait des contacts aussi sur le plan humain. Il faut dire que Yakovlev, qui était porté sur l'intelligentsia soviétique, il était lié beaucoup avec les gens. Tout d'abord, lié avec les mouvements de dissidence. Je vous ai raconté, le mouvement de dissidence, c'était les fils des anciens bolcheviks qui sont devenus dissidents et ils ont été souvent d'origine juive. Alors vous comprenez, à tel point que Yakovlev, à tort, il est présenté, on disait que c'est d'origine juive. Dans la réalité, c'est un paysan. Donc, reprise des relations diplomatiques. Reprise des relations comme symbole de l'ouverture. C'était très important aussi pour normaliser les rapports et développer les rapports avec les États-Unis, puisque la question de l'immigration... Là, on est en 1987, on est 2 ans avant la chute du mur de Berlin. Évidemment, mais tout s'est passé à partir de 87, le projet de la perestroïka et le changement total. Qu'est-ce qu'Israël représente dans ce projet de la perestroïka? Pourquoi est-ce que c'est important pour Gorbatchev de nouer des relations avec Israël? C'est le symbole de la liberté, c'est le symbole de la possibilité d'immigrer à sa guise, de voyager aussi, pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les autres. Mais c'était symbolique. Est-ce qu'il y a un aspect de libération des Juifs, j'ai envie de dire, parce que vu ce qui se passait aussi en Union soviétique, il y avait des gens qui avaient envie de partir, notamment des Juifs. Évidemment, mais c'était l'ensemble des choses. C'est la chose symbolique, elle est très visible.
Mais l'ensemble de projets, il faut comprendre qu'on a voulu complètement changer la donne de l'Union soviétique, en finir avec le régime totalitaire, faire triompher la démocratie, dans cela, le droit de voyage, etc. Mais aussi dans le projet de la perestroïka, le rôle de juif était assez important, il ne faut pas se leurrer. Parce que, qu'est-ce que c'est la perestroïka? La perestroïka, c'est la dissidence qui a pris le Kremlin. Les idées de la dissidence, c'était les dissidents d'intérieur. Si je vous raconte comment ça s'est passé à l'époque, à le comité central, eux-mêmes ministère des Affaires étrangères, vous serez étonnés. C'était les gens qui voulaient l'ouverture de ça avec les idées très audacieuses. Il n'y aurait pas pu y avoir de perestroïka si elle venait juste de l'extérieur. Elle venait aussi de l'intérieur. C'est un projet de l'intérieur. C'était pas du tout, non. Et maintenant, ils disent que c'est un projet qui était imposé par la CIA, etc. C'était notre projet très généreux. Il y a une autre chose que c'était très mal utilisé. Est-ce que les révolutions, comme la révolution russe d'ailleurs, ou les projets politiques comme la perestroïka, est-ce que ça peut se faire de l'extérieur finalement? Non, c'est toujours des gens à l'intérieur. Ça, c'est vraiment complotiste. Et je vais vous dire, c'est très dangereux de reprendre c'est toujours ça, des gens... Parce qu'il y a toujours complot juif, complot judéo-maçonnique dans le cas de Yakovlev, c'est n'importe quoi. Vous savez, je vais vous dire, j'étais au cœur de ça. Je connaissais ces gens-là par cœur, je vous assure. Vous savez, si je vous dis qu'à partir de quelles idées Yakovlev il faisait ça, c'était un illuminé, c'était un grand humaniste. D'ailleurs, il a absolument raison, parce que ce qui se passe maintenant, avec cette confrontation terrible, quand on est la veille de la guerre mondiale, je vais vous dire, c'est ça. Et il était conscient, il disait que le choix... Mais les cercles du pouvoir étaient conscients aussi. Le cercle du pouvoir, on a eu beaucoup de chance parce que ces gens-là, ils ont pris le pouvoir presque par hasard. Avec Gorbatchev, c'est un petit groupe qui était... Moi, alors, quand il y a le début de la reprise des relations diplomatiques entre Moscou et Israël, quel est l'acte de naissance pour vous, concret, ça veut dire par une action ou quelque chose, de la reprise de ces relations diplomatiques? Non, attendez, c'est l'ouverture de l'ambassade réciproque. Bien sûr, mais les voyages, évidemment, mais surtout que, vous savez, les gens ne savent pas. C'est toujours l'ouverture d'une ambassade qui... Non, mais l'ambassade, vous savez, l'ambassade, c'est une face visible. Ce qui est beaucoup plus important, qu'il y avait des affinités très importantes dans le domaine intellectuel, l'affinité avec ce droit de voyage et l'influence réciproque. Il ne faut pas dire que les Juifs ont influencé. Non, c'est réciproque, parce que je vais vous dire... Mais c'est ce que je vous disais quand je vous parlais du pouvoir. C'est bien Gorbatchev qui a fait... En Israël, moi je suis très populaire en Israël. Pourquoi? Parce que les gens parlent russe. Déjà ça. Mais il y avait un projet, ça c'est Poutine. C'est pas du tout quelque chose de complotiste, au contraire, c'est de dire Gorbatchev aussi évidemment. Quand je parle de la... Mais aussi sur le plan économique, c'est important aussi. Oui, bien sûr, mais quand on parle de reprise de relations diplomatiques entre Israël, bien sûr, l'ouverture d'une ambassade, c'est toujours ce qui marque la reprise des relations diplomatiques. Là, vous dites l'économie, c'est important, mais pour vous, Vladimir Fedorovski, parce que c'est votre regard aussi qui nous intéresse, qu'est-ce qui marque cette reprise des relations diplomatiques pour vous? Ça veut dire le moment ou le jour où vous vous dites « Ah oui, là, il y a vraiment reprise des relations diplomatiques, c'est pas juste une ambassade ». Non, moi je dirais que franchement, il y avait tout un grand intérêt de l'intelligentsia du monde entier et le soutien total de l'intelligentsia du monde, de l'élite, vraiment dans le monde entier du projet de la perestroïka était lié avec le changement des rapports avec Israël. Et je ne vous cache pas que rien qu'aux États-Unis, Gorbatchev était porté au pinacle grâce à cela aussi. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. Notre rendez-vous hebdomadaire avec l'histoire chaque dimanche matin sur Radio J, histoire de la Russie, du monde soviétique et post-soviétique. Avec vous Vladimir Fedorovski, votre dernier ouvrage Trump, Poutine et Ivan, le terrible dialogue avec l'histoire, paraît aux éditions Ballant.